Name Games. Louwen Cœur de Lion, roi de Bretonie, guerrier, légendaire et souverain adulé, tout au long de sa vie, il fut guidé par la main de la justice. Il est considéré comme le plus grand dirigeant du royaume depuis son fondateur, Gilles le Breton. Louwen naquit dans l'illustre maison royale de Couronne. Alors qu'il n'était encore qu'un jeune prince, il prononça le vœu de la quête et partit sur les routes du vieux monde. Pendant des années, il chassa le mal partout où il put le trouver. Sur son chemin succombèrent dragons et démons. Il rencontra des prophètes et des fantômes, débarrassa son royaume de nombreuses monstrueuses menaces. Il combattit même aux côtés du chevalier de Sinople. Louwen ne revint finalement à Couronne que 5 ans après le début de sa quête. Le jeune chevalier était si marqué et crasseux à cause de ses combats qu'au début, les hommes d'armes du roi le prirent pour un gueux. Ils écarquillèrent les yeux et s'agenouillèrent rapidement alors que le prince savait nettoyer son bouclier, dévoilant le lion doré du blason de Couronne. Le jeune noble bretonien était venu demander l'aide de son père. On disait qu'une vaste armée de morts-vivants se dirigeait d'un pas traînant vers les villages du nord du duché, dirigés par le sorcier renégat Mildéon. Lorsque Louwen quitta le château de Couronne, il n'était accompagné que de 16 chevaliers. Son père s'était senti humilié de voir son fils revenir de sa quête avec rien de plus qu'une supplication de mendiant. Sur les rives d'un lac mystique, le petit régiment de braves chevaliers fit face à l'armée ennemie forte de centaines de guerriers morts-vivants. La charge désespérée des Bretoniens écrasa les premières lignes squelettes, mais un à un, ils commencèrent à tomber, happés par la marée impie. L'ami et compagnon le plus proche de Louwen, Brocard le Téméraire, se fraya un chemin jusqu'au vil nécromancien, mais à peine eut-il le temps de déclarer un défi que Mildéon l'avait immolé de sa magie noire. Le prince était, lui, en très mauvaise posture, réduit à combattre à pied, pataugeant dans les eaux glacées du lac, entouré de dizaines de cadavres affamés. Il coupait, taillait, repoussait l'ennemi autant qu'il pouvait. Cerné par les morts, Louwen prit peur et s'enfonça pour leur échapper dans les profondeurs du lac. Le Bretonien semblait comme attiré par l'abysse qui se dessinait sous ses yeux. Il fut, bientôt, emporté par un sentiment de repos, d'apaisement. Tout ne fut progressivement qu'obscurité. En ouvrant les yeux, Louwen découvrit une magnifique salle d'audience faite de roches sous-marines, habitée par de nombreuses créatures aussi merveilleuses qu'étranges, attablées à un grand banquet. Ce dernier était présidé par une silhouette féminine, époustouflante. Ses traits immaculés étaient entourés d'un halo de mèches argentées succulentes qui s'enroulaient et tournoyaient les unes contre les autres comme des serpents. La dame du lac. Elle lui offrit de dîner avec elle. Alors qu'autour d'eux les convives festoyaient, la dame se pencha vers le chevalier. Elle lui révéla que la Bretonie s'apprêtait à faire face à un âge sombre et qu'elle avait besoin d'un grand homme pour la diriger. Ne quittant pas du regard le prince de Couronne, la déesse recula et joignit délicatement ses mains en coupe. À l'intérieur, une eau brillait de reflets d'or. Il serra ses doigts calleux autour de ses mains blanches et but profondément. Alors que le liquide doré emplissait son corps, Louwen sentit comme un soleil naître en lui. Une chaleur brûlante coulait dans ses veines, son cœur battait comme un taureau et ses muscles devenaient aussi forts que du chêne. Plus jamais il ne se sentirait fatigué. Tout comme son champion, la dame rayonnait. D'un coup, elle prit son visage dans ses mains et l'embrassa. Avant qu'il ne parte, Cœur de Lion, l'appela-t-elle, avant de lui demander, au nom de la dame du lac, de récupérer et de faire briller la Bretonie. Louwen Cœur de Lion ne partit pas seul. Aux côtés de la déesse, de mystérieux chevaliers vêtus d'une armure archaïque et à la peau pâle étaient restés silencieux. Ils étaient les fils perdus de Bretonie, des garçons enlevés et élevés par la dame. Aux côtés du futur roi de Bretonie, ils surgirent du lac sacré et chargèrent l'hoste mort-vivant avec la puissance d'un raz-de-marée.
Les corps en décomposition s'embrasaient au passage du chevalier du Graal. Leur peau se détachait de leur chair et leur chair tombait de leurs os dans son sillage. Inarrêtable, Louwen frappait à gauche et à droite avec son épée. Chaque coup lançait une courbe de lumière argentée avant de décapiter ses ennemis. L'ultime incantation de Mildéon créa un énième mur de chair et d'os, insuffisant pour arrêter l'élu de la Dame qui mit un terme à l'existence du renégat de la pointe de son bouclier. En quelques secondes, l'armée de la non-vie s'était effondrée sur elle-même. Dans le regard de Louwen, la fureur laissa place à la tristesse. Le visage sombre, il parcourut le champ de bataille, fermant tour à tour les yeux de ses compagnons tombés au combat. Cher peuple de Bretonie, salue ton nouveau souverain, le roi Louwen, cœur de lion. Louwen fut officiellement couronné en l'an 2500 du calendrier impérial, après le vote unanime de ses pairs et avec le consentement de la fée enchanteresse. On disait qu'il était alors vieux de 7 décennies, mais un miracle lui en faisait paraître 4 de moins. Le royaume dont Cœur de Lion hérita était assailli par toutes sortes de menaces. Le Lichmaster Heinrich Kemmler se cachait toujours dans les montagnes grises avec une horde de serviteurs morts-vivants. Au sud, des rumeurs couraient selon lesquelles d'ignobles hommes rats s'infiltraient dans les terres de Brionne et de Bordelot. Les provinces du nord souffraient des raids des barbares adorateurs du chaos, tandis que d'autres duchés faisaient face aux incursions des tribus pauvertes. L'ambition de Louwen en tant que roi était, selon la rumeur, la reconquête et la reconstruction de Moussillon, qui était alors pratiquement perdu pour le royaume après l'affaire du faux Graal et l'épidémie de variole pourpre qui s'en était suivie. Les chevaliers l'ont régulièrement exhorté à déclarer une guerre d'errance contre le duché maudit, mais le monarque fut constamment distrait de cette grande tâche par d'autres menaces. Face à ces nombreuses menaces, le roi encouragea encore plus les joutes et tournois partout en Bretonie pour pousser tous les chevaliers à perfectionner leurs compétences en prévision de guerres imminentes. Il organisait 4 fois par an de magnifiques tournois de plusieurs semaines. Il faisait également une procession royale à travers les différents duchés et, à l'occasion de ces visites, les ducs organisaient banquets et tournois en son honneur. Cette politique fut plus que bien accueillie car les chevaliers bretoniens n'aimaient rien de mieux que tournoyer, sauf peut-être une guerre juste et vertueuse. Louwen participait souvent lui-même à ces tournois, prouvant à maintes reprises qu'il était l'un des chevaliers les plus compétents, les plus féroces et les plus honorables du royaume. Cette course au perfectionnement propulsa rapidement la force militaire de la Bretonie comme l'une des plus puissantes du vieux monde à cette époque. Le roi Cœur de Lion était respecté tant par les nobles que par les paysans du royaume. Beaucoup allaient même jusqu'à le comparer au puissant compagnon de Gilles le Breton, l'unificateur. Très habile sur le champ de bataille, guerrier redoutable et tacticien hors pair, il n'avait jamais connu la défaite. Le roi Louwen était réputé bien au-delà des frontières de la Bretonie elle-même. Monté au sommet de son féroce hippogriffe, il combattait toujours à l'avant-garde de son armée. Au début de son règne, Louwen fut contraint de défendre son royaume bien-aimé contre une vaste armée de morts-vivants. Il fut alerté par le noble chevalier de la quête, Calard de Garamond. Le duc vampirique Mérovec de Moussillon était de retour et il était aux portes de Couronne. Les vertes plaines du duché étaient remplies de revenants. Leurs rangs s'étendaient à perte de vue. Les charniers du Moussillon avaient été vidés, les cadavres des victimes de la peste et de la guerre exhumés et réveillés par les pouvoirs de la non-vie. Ils avançaient en rang interminable, poussés par la volonté de leur maître vampirique de déchirer et de mutiler. Beaucoup n'étaient rien d'autre que des squelettes vêtus de restes de tabac en lambeaux et de morceaux d'armure rouillés, tandis que d'autres, les plus récemment décédés, étaient des cadavres ambulants, leur chair pourrie et pâle. Certains brandissaient les épées et les lances qu'ils avaient portées dans leur vie, mais d'autres ne portaient aucune arme, massacrant les vivants avec rien d'autre que des clous incrustés de crasse et des dents pourries. Depuis les hautes murailles bretoniennes pleuvaient des milliers de flèches. De puissants trébuchets projetaient d'énormes morceaux de maçonnerie dans les airs, tournant sous la pluie battante avant de s'écraser sur les rangs densément peuplés.
10 000 hommes d'armes, portant les couleurs du roi, étaient engagés dans une bataille désespérée devant les portes de Couronne. Après 6 heures d'intenses combats, les Bretoniens étaient sur le point de céder. L'épuisement et l'horreur de leurs ennemis morts-vivants faisaient des ravages et la détermination même des guerriers les plus fidèles commençait à se fissurer. Le fer de lance de l'armée contre vampire était son leader lui-même, le puissant Merovec, entouré de ses gardes d'élite, les sénéchals. Au pied des remparts, ils enfonçaient les lignes d'hommes d'armes et repoussaient les charges de chevaliers du royaume avec une facilité déconcertante. Alors qu'il s'approchait dangereusement de la porte de la cité, plongea des cieux une immense créature ailée. Chevauchant son hippogriffe, le roi Louen se joignit à la mêlée, empalant à son arrivée l'un des guerriers vampires de sa lance de cavalerie étincelante. Plusieurs autres furent écrasés par la monture monstrueuse. Dégainant son épée ancestrale, le souverain lança un défi à son ennemi juré. La bataille autour d'eux sembla se figer. Mais les gardes du corps ne laissèrent pas le Bretonien entrer dans un duel avec leur maître. Ils se jetèrent sur lui. Cœur de Lion progressa inexorablement, réduisant les uns après les autres les soldats d'élite se présentant à lui. Sa percée fut stoppée net lorsqu'une lance transperça de part en part son fidèle hippogriffe, sa carcasse s'étalant de tout son long sur le seigneur bretonien, plaqué au sol. Le sourire de Merovec laissa apparaître de longues dents acérées. Son regard croisa celui de l'humain piégé. Ce dernier lui lança un juron, alors que la masse de sa monture sans vie l'empêchait toujours de se relever malgré sa force surnaturelle. Autour de lui, l'armée bretonienne était en déroute. Les morts-vivants avaient eu raison de la volonté des soldats de la Dame. Louen était seul à écouter le rire sinistre du vampire de Moussillon. Merovec préparait sa lame avec délectation, savourant les quelques secondes précédant l'exécution de son ennemi. Mais jamais il ne pourra porter son coup fatal. Calard de Garamond surgit, sur sa monture baignée de lumière. Il traça un chemin de destruction dans les lignes armées de la non-vie, laissant à son passage un faisceau de lumière dans l'obscurité. Porté par son destin et sa volonté d'accomplir sa quête, le chevalier était transfiguré. Le combat qu'il engagea avec le duc de Moussillon fut rapide. Le vampire, pourtant duelliste hors pair, était dépassé. Quand, finalement, il vit le champion bretonien se stabiliser, immobile face à lui, il baissa les yeux et constata que son épée incandescente était enfoncée dans son plastron noir. La bouche du vampire s'ouvrit en grand et offrit un dernier cri silencieux. Sa chair commença à se flétrir et à noircir comme un parchemin sous la flamme d'une bougie. Calard arracha son épée et la créature qui avait été Merovec tomba au sol, s'effondrant en poussière. Enfin libéré du poids de son hippogriffe tué, le roi Louen Cœur de Lion se leva. Son sauveur tomba à genoux devant lui. Partout autour d'eux, la légion mort-vivante était retournée à la terre. En l'an 2502, 2 ans après son intronisation, Louen reçut une vision de prophétie de la Dame du Lac. Il vit le vieux monde en ruine, dominé par les puissances du chaos, et comprit que la Bretonie seule ne pourrait faire face à cette nouvelle menace. Elle avait besoin d'un allié fort. Le roi se tourna alors vers son voisin humain du Reikland. La Bretonie et l'Empire n'ont pas toujours été amis, la faute des rois et des empereurs des siècles passés. Si Karl Franz faisait la même erreur, alors les élus des dieux sombres seraient les seuls à revendiquer la victoire dans les années à venir. Le chevalier de Sinople lui-même fut envoyé pour informer le comte-électeur du Reikland de sa convocation. L'empereur et le roi se rencontrèrent à la frontière de leur territoire, dans les montagnes grises, au défilé de la hache. Lorsque Franz et sa suite de la Reichsguard arrivèrent dans le domaine montagneux, ils découvrirent un vaste camp de guerre. À son centre se trouvait un grand chapiteau, une gigantesque tente bleue et rouge aux bordures dorées. Entouré de 2 Reichsguard et du comte von Königswald, le comte-électeur entra. Le sol était jonché de fourrures de grands félins exotiques. Il y avait un immense foyer sur lequel un sanglier rôtissait à la broche. De longues tables de banquet bordaient l'allée principale, menant directement de l'entrée à l'arrière du chapiteau où, sur une estrade surélevée, était assis le roi. Il portait une cotte de maille et une épée à son côté. Et une femme, visiblement âgée d'une 30aine d'années, lui murmurait à l'oreille. Le seigneur bretonien fit signe à ses nobles sujets de sortir. Les 2 dirigeants entamèrent une longue discussion quant à l'avenir du monde et de leur peuple.
Louwen révéla à Karl Franz sa vision. Il devait devenir empereur, sinon le pays de Sigmar tomberait aux mains des puissances de la ruine. Le Reiklander eut à peine le temps de peser les paroles de l'impressionnant roi chevalier que des bruits d'acier retentirent dans le camp et un cri de guerre reconnaissable entre tous. Les orques arrachèrent de tous les côtés les toiles tendues et pénétrèrent dans la tente royale. Dos à dos, les deux seigneurs humains combattirent leur ennemi commun, tranchant, décapitant, mutilant la chair verte à coups de crocs runiques et d'épées de lumière. Ils découvrirent en sortant l'alliance improvisée des chevaliers du royaume et des soldats impériaux. Leur force combinée vint finalement à bout de l'offensive de la tribu des Brise-Nuques. Devant les ruines fumantes du pavillon du roi, Louwen sourit en affirmant que ça n'était qu'un avant-goût de ce que l'humanité pouvait faire lorsqu'elle était unie. Karl Franz sourit à son tour. Le comte électeur savait ce qu'il avait à faire, devenir empereur, non pour lui-même, ni pour Cœur de Lion, mais pour le vieux monde. Les émissaires impériaux entrèrent dans la fastueuse salle du trône et s'inclinèrent face au roi bretonien. Avant même qu'ils délivrent leur message, Louwen savait. La menace tant redoutée était là. Sous la bannière d'Archaon, les puissances des dieux sombres étaient rassemblées et s'apprêtaient à fondre sur l'Empire. Si l'Empire devait succomber aux hordes du Nord, la Bretonie ne pourrait espérer résister à la marée qui se déchaînerait dans la foulée contre son peuple. Ainsi, Louwen Cœur de Lion déclara une guerre errante contre les forces du plus puissant seigneur de la ruine de l'histoire. Le roi Louwen chevaucha lui-même vers le nord à la tête de ses chevaliers, prouvant au monde que la force de la Bretonie n'avait pas diminué sous son règne. Pourtant, bien que des milliers de guerriers répondirent à l'appel aux armes, l'organisation féodale décentralisée ne permit à l'armée royale de prendre la route qu'après plusieurs mois, le temps de se rassembler. Cœur de Lion, secrètement, craignait d'arriver trop tard pour sauver son voisin impérial. La forêt autour de Middenheim s'animait de caparaçons aux couleurs vives et de fanions glorieux. Le soleil brillait sur des milliers de pointes de lance alors que les chevaliers de Bretonie formaient la ligne. Depuis la cité assiégée, les exclamations des soldats impériaux couvrirent un temps les aboiements et les incantations blasphématoires des dizaines de milliers de rejetons du chaos à l'assaut des remparts. Le roi à leur tête, les chevaliers bretoniens chargèrent et brisèrent le flanc de la horde chaotique dans un éclat retentissant. Alors que l'espoir était en train de renaître, un portail des ténèbres apparut, dégueulant des vagues de créatures démoniaques, réponse des dieux de la ruine à l'attaque destructrice des guerriers de Cœur de Lion. Les hommes commencèrent à tressaillir sous l'effet des rires cruels et malédictions cauchemardesques portées par les abominations ennemies. La terreur emplit les rangs des alliés, hommes, nains et elfes, subjugués par l'apparition du seigneur démoniaque Be'lakor, le maître des ténèbres. Béni par la Dame du Lac et aveuglé par son courage, Louwen l'engagea en combat singulier. Les puissances épiques s'entrechoquèrent et résonnèrent dans toute la province impériale. De ce duel, personne ne sortit vainqueur. Les deux combattants légendaires continuèrent le combat à la tête de leur armée pendant plusieurs semaines encore. Ébranlé au bord de l'effondrement, Middenheim, épicentre de la tempête du chaos, résista. Archaon et ses rejetons furent contraints de se replier une fois de plus dans les étendues gelées du Grand Nord. L'Empire et ses alliés étaient victorieux. Leur honneur rempli, le roi Louwen et la plupart de ses nobles chevaliers retournèrent en Bretonie. Certains, cependant, ceux qui aspiraient encore à la gloire et à la renommée, se dispersèrent pour mener leur propre quête. Le roi Cœur de Lion et les Bretoniens n'eurent que peu de temps pour se remettre des atrocités de Middenheim. Alors que les plus grands guerriers du royaume se battaient en terre impériale pour sauver le vieux monde de l'anéantissement, Malobod, fils bâtard du roi Louwen, rassemblait patiemment ses soutiens à Moussillon. À l'aube de l'hiver de l'an 2521 du calendrier impérial, son armée, rassemblant nobles déchus et chevaliers en disgrâce, marcha vers Couronne. Malobod, le serpent, affichait clairement son ambition, ravir à son père le trône de Bretonie. Après la bataille de Chalon et la disparition de la fée enchanteresse,
Le traître gagna le soutien des ducs de Carcassonne, Lyonesse et Artois. La rébellion se transforma alors en guerre civile. Un à un, Cœur de Lion, protégé par la bénédiction de la Dame, vainquit les perfides ducs et mit au pas leur province rebelle. 1 an après le début de la campagne, il semblait que l'heure du serpent était terminée. C'est alors que la véritable profondeur du mal de Malobod fut révélée. Il avait conclu un pacte avec le seigneur Lich, Arcan le Noir. Et tandis que les alliés humains du serpent s'effondraient, les morts marchèrent pour grossir ses rangs. Au moment où le roi affrontait son fils bâtard à la bataille de Quenelle, Malobod commandait une horde bien plus grande que l'armée bretonienne. Blessé lors d'une charge de cavalerie ratée, Louhen se fraya un chemin jusqu'au cœur de la bataille, où il fut vaincu par son fils déchu en combat singulier. Leur leader à terre, l'armée royale se dispersa. Considéré par beaucoup comme mort, Louhen avait par miracle survécu. Il erra dans les confins de la Bretonie pendant des jours, au bord de la mort. Lorsqu'il retrouva enfin le chemin de Couronne, il s'effondra dans les bras d'un chevalier du Graal. À son réveil, le seigneur Cœur de Lion découvrit, stupéfait, que l'unificateur, fondateur du royaume, était revenu. Gilles le Breton avait abandonné son apparence de chevalier de Sinople pour reprendre les rênes de la Bretonie et vaincre le perfide Malobod. Cœur de Lion, diminué, s'agenouilla comme il put devant son roi. Alors que le vieux monde vivait ses derniers jours, cerné de toutes parts par les forces inarrêtables du chaos, Gilles nomma Louhen haut paladin de Couronne. L'ancien souverain, la fierté entachée par sa défaite contre son bâtard traître, eut à cœur de se racheter dans la dernière guerre. Il fut l'un des plus grands champions de la Dame lors des ultimes combats du monde. Son dernier acte d'héroïsme connu eut lieu dans la capitale impériale, Altdorf. Alors que le monde s'écroulait autour d'eux, les derniers défenseurs de l'humanité continuaient à se battre. Louhen, dans la mêlée, était inarrêtable, faisant tomber les plus imposantes monstruosités se présentant à lui. Ici, un ogre de la peste de Nurgle, puis un titanesque Saigor. Alors que l'espoir, partout, s'amenuisait, il continuait à exécuter ses proies avec une efficacité impitoyable. Jusqu'à l'incarnation même de la putréfaction. Kugat, père des épidémies, démon majeur de Nurgle, se dressait face à lui, au milieu de ce temple sigmarite en flammes. Sans se poser de questions, le seigneur bretonien bondit. La lame du vieux guerrier s'abattit dans un coup à 2 mains qui ouvrit une faille purulente dans la poitrine de l'abomination, exposant son cœur pourrissant. Hurlant d'indignation, Kugat fit volte-face avec une rapidité démoniaque, saisissant de sa main de géant le chevalier, avant de le frapper de son épée fétide. Sa victime fut projetée, démolissant sur son passage une statue de l'empereur Magnus le Pieux. Un liquide doré s'écoulait des innombrables blessures de Louhen. Il se releva, une fois de plus, grognant une prière à sa déesse chérie pour qu'elle lui offre, une dernière fois, la force de vaincre son ennemi. Son armure, bien que striée du sang des horreurs tuées, brillait toujours d'un éclat intense. Il chargea droit sur le démon, crachant des mots de défi. Sa lame décrivit des arcs fulgurants, taillant la chair malade. L'affrontement ne se termina que lorsque le chevalier plongea son épée sacrée profondément dans la gorge bulbeuse du grand démon. Le sang doré qui coulait des nombreuses blessures du bretonien coula le long de son épée et s'enflamma au contact de Kugat, qui braillait, rugissait, se débattait. Il parvint à éjecter l'humain, mais, devenue une immense torche vivante, la création des dieux de la ruine finit par revenir auprès d'eux, ne laissant derrière lui qu'un tas de fluides purulents. L'ancien roi bretonien se releva, titubant, le corps meurtri, et pourtant, l'épée levée, le bouclier plaqué contre son cœur. Un preux chevalier, seul, face à une armée de démons accourant pour mettre un terme à son existence. Quelques secondes, une dernière prière. Il rouvrit les yeux et chargea.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner ou à me soutenir sur Tipeee. C'est ce qui permet de faire vivre la chaîne. A bientôt pour toujours plus de lore et de batailles dans l'univers fantastique de Warhammer. Ciao ciao!